Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, nous allons voir une grille d'observation d'une classe maternelle ou élémentaire lorsque vous êtes en stage soit d'observation, soit de pratique accompagnée. Donc ce sera le plus souvent en Master 1 MEF ou bien lors de formations en licence 3, psychologie, sciences de l'éducation, sciences du langage, STAPS, etc. Là, je vais considérer que pour la majorité d'entre vous, ce sera lors du Master 1 MEF. Alors, ces stages d'observation et de pratique accompagnée ont plusieurs objectifs généraux. Le premier, c'est de commencer à acquérir une pratique professionnelle en observant puis en prenant la classe en main. Et le second, c'est de se préparer au CRPE. Ils ont également des objectifs spécifiques comme comprendre des stratégies d'enseignement et d'apprentissage efficaces, comprendre la gestion de classe, le lien entre la préparation de classe en amont, sa mise en œuvre et son analyse. Donc j'ai déposé sur mon blog une grille d'observation et je la reprends ici. Elle comprend 4 colonnes et à l'intérieur j'ai détaillé les différents items à observer ou les documents à demander, à prendre, etc. Alors, première partie, les documents institutionnels. Vous avez tout d'abord des affichages obligatoires, donc il faut se familiariser avec ces affichages obligatoires. Tout d'abord, le tableau des générations, c'est la liste des élèves de la classe. Si c'est une classe à plusieurs niveaux, ils sont rangés selon leur niveau de classe, par ordre de naissance plutôt que par ordre alphabétique, etc. Et comment se passe la mise à jour de ce tableau des générations avec l'arrivée d'un élève pendant l'année ou bien le départ d'un autre. Vous avez également l'emploi du temps avec les horaires donc officiels qui sont donnés par les programmes et puis les horaires réels une fois qu'on a fait la soustraction des temps de récréation, mais également comment se fait l'alternance des domaines disciplinaires, comment on tient compte des rythmes des enfants, etc. Les progressions et les programmations, donc leur conception, leur organisation, puis aussi le pointage, notamment lorsque l'enseignant titulaire est absent pour que le remplaçant puisse savoir exactement où en sont les enfants. Le règlement intérieur de l'école, donc comment est-il élaboré, son vote au premier conseil d'école, signes de sécurité avec notamment les alertes au feu, les risques majeurs, mais également comment se passe un exercice d'alerte, les élèves avec un PAI, avec l'attention portée à cet affichage puisqu'il contient des documents personnels et privés, donc pas à la vue des parents d'élèves par exemple. Vous avez également donc un document qui n'est pas affiché mais qui est obligatoire, c'est le cahier d'appel. Donc observez bien comment on le tient, ce cahier d'appel, comment on calcule le pourcentage des présents et des absents en fin de mois, la conservation des mots des parents, des certificats médicaux. Vous avez également les affichages non obligatoires. Ça peut être des affichages didactiques, permanents, temporaires, décoratifs. Voici quelques exemples. CP, l'affichage des sons. Cela peut être les tables de mathématiques, les conjugaisons, voilà. Et en art, il y a beaucoup d'affichages esthétiques. Des affichages obligatoires dans l'école. Ça, c'est très important de les repérer. Donc, le service des récréations, pour la surveillance, le planning d'occupation des salles communes comme la salle de jeu en maternelle, la salle informatique, le gymnase, la BCD, le résultat des élections des parents d'élèves, les références de la circonscription et puis vous avez tous les documents que je n'ai pas inscrits dans cette grille d'observation mais qui concernent la charte de la laïcité, etc. Donc là vous vous reporterez notamment aux documents sources par rapport à ça. Quatrième point, la préparation de classe. Donc le cahier journal ou le journal de classe, sa tenue, sa conception, le fait de laisser un support dans la classe si jamais on était malade le lendemain pour que le remplaçant puisse savoir où on en est. Les fiches de préparation,
quelle conception, comment les réalise-t-on, le bilan, etc. Et puis, vous pouvez demander si l'enseignant a fait des projets pour vous montrer des traces écrites de projets, par exemple. Deuxième grande partie, l'organisation de la classe. Alors, tout d'abord, l'espace. Vous pouvez faire, par exemple, le plan de classe. Ça permet de repérer où se trouve la place des élèves, surtout dans un multiniveau, les coins jeux en maternelle, les ateliers permanents. Bref, l'organisation de l'espace classe avec un plan sur lequel vous pouvez faire figurer les éléments qui ne peuvent pas bouger comme le tableau, l'évier, etc. Et puis donc l'organisation, notamment par rapport aux meubles et aux différents éléments qui composent la classe. Observez aussi la place de l'enseignant et notamment ses déplacements quand il va travailler avec des enfants ou bien lorsque les enfants viennent vers l'enseignant. Les déplacements des élèves, donc au tableau pour aider un camarade ou lors d'un travail en groupe. Et en maternelle, l'aménagement de l'espace selon les différentes sections, puisque vous pouvez retrouver des classes maternelles avec 3 ou 4 sections. J'ai mis enfin en dernier, si jamais vous êtes dans une classe flexible, avec cette organisation particulière qui ne repose pas uniquement sur le mobilier. Deuxième sous-partie, le temps, donc l'arrivée à l'école, observer l'accueil, le tout début des activités, mais également les relations avec les parents, très important. Comment on passe d'une séance à une autre, parce que c'est un petit moment de rupture qui peut générer de l'agitation de la part des enfants. Donc observez bien le rangement du matériel, les déplacements, la concentration qui est sollicitée à nouveau. Les récréations, avec donc les services, la durée, la surveillance, le balayage du regard, la sécurité des enfants, le soin aux élèves par exemple. La sortie de l'école, donc jusqu'à la grille et au-delà, donc avec l'autorisation de sortie en maternelle. Alors, troisième sous-partie, les outils. Donc, il y a différents outils. Il y a les outils de l'élève avec ses différents cahiers, mais aussi des manuels, mais aussi du matériel de manipulation. Et puis, les outils que l'enseignant utilise. Il a choisi, par exemple, des manuels spécifiques, des guides du maître, voilà, toutes les références qu'il utilise. Les salles communes avec du matériel spécifique, je pense au BCD, au matériel artistique, informatique, EPS. Alors concernant l'EPS, les différents lieux pour pratiquer l'EPS et le matériel disponible. Le matériel aide souvent à planifier une progression dans ce domaine. Matériel pédagogique en règle générale qui est présent dans la classe. Alors dans la classe ou dans l'école ou chez un collègue, puisqu'il y a du matériel partagé. Tableau, donc la gestion du tableau. Entraînez-vous à écrire également sur le tableau pour essayer d'écrire droit, suffisamment gros pour que tous les élèves puissent voir ce que vous avez écrit. Le livret scolaire unique. Et les règles de vie de la classe, comment elles ont été construites, etc. Quatrième sous-partie, les dispositifs. Donc vous pourrez en voir certains au moment où vous êtes en stage, mais pensez à demander si des dispositifs ont déjà été travaillés en amont, de manière à ce que vous puissiez les voir à peu près tous. Donc le parcours éducatif de santé, tout ce qui concerne l'hygiène, les vaccins, les visites médicales, le parcours d'éducation artistique et culturelle, le parcours citoyen, demander à voir donc un PPRE, s'il y a des stages de réussite, les vacances apprenantes, l'accompagnement éducatif, l'aide aux devoirs, l'éducation au développement durable, les évaluations nationales CP-CE1 et le dispositif scolarisation de moins de 3 ans si il existe dans cette école. Troisième grande partie, l'aspect relationnel. Alors tout d'abord, bien observer l'enseignant sans bien sûr que ça puisse le déranger outre mesure. Donc comment l'enseignant pose sa voix, sa gestuelle, son temps de parole, son temps d'écoute des enfants, ses déplacements avec un élève, un groupe, avec la classe entière. Comment il a mis en place la discipline, l'autorité.
c'est-à-dire le climat scolaire, sa bienveillance, son développement professionnel, si vous discutez par exemple des stages, de sa formation, etc. La surveillance des élèves et la prise en compte bien sûr des élèves en difficulté, des élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors justement les élèves, deuxième sous-partie les élèves, donc les échanges avec eux, les interactions entre eux et avec l'enseignant ou toute autre personne intervenant dans la classe, l'entraide, la coopération, les élèves à besoins éducatifs particuliers, donc comment sont-ils pris en compte, quels sont les types de difficultés rencontrées, les règles de vie, leur élaboration avec les enfants, le respect, que se passe-t-il en cas de non-respect, le tableau des responsabilités quand les enfants sont responsables d'une activité particulière dans la classe et lesquelles, la correspondance scolaire si elle existe, et puis comment leur apprend-on à devenir autonome. Troisième sous-partie, les relations dans l'école. Donc ça concerne les maîtres avec le conseil des maîtres. Quelle organisation, quels sont les thèmes abordés. Donc essayez d'assister à des conseils de maîtres, le rôle du directeur. Les maîtres du cycle, donc essayez d'assister à un conseil de cycle. Comment est-il organisé? Quels thèmes aborde-t-on? Les projets, les périodicités. Alors ce qui est important, c'est de bien repérer la différence entre conseil des maîtres de cycle, les intervenants extérieurs, quel est le cadrage administratif, quel est leur rôle, dans quelle discipline interviennent-ils, les parents d'élèves, donc les réunions avec les parents, relations au quotidien avec les parents, comment sont-elles élaborées, et tous les outils de communication qui sont utilisés. Je pense aux mails, aux tableaux d'affichage, aux blogs, aux cahiers de liaison, etc. Les relations avec les AESH, le maître référent, la MDPH, les relations avec les ATSEM en maternelle, les échanges de services et les décloisonnements, donc bien comprendre les différences, et demander à lire le projet d'école. Alors, quatrième sous-partie, les relations en dehors de l'école. Donc, comment se passent les sorties scolaires, l'accompagnement, la préparation du dossier, les BCD, les gymnases, le fait d'aller à la piscine, les relations avec la mairie, les relations avec la restauration scolaire, les transports scolaires s'il y en a, les relations avec la circonscription, donc l'IEN, les CPC, la secrétaire de circonscription, les relations avec la DSDEN, le rectorat, le conseil école-collège, les relations avec le RASED et les relations avec différentes associations, les crèches, les PMI, la médecine scolaire, etc. Quatrième partie, l'observation plus fine, alors soit d'une séance ou bien d'une séquence. Donc, quelle est la place d'une séance dans une séquence et elle-même, quelle est sa place dans une progression? Quels sont les objectifs, ceux qui sont à atteindre en fin de séance? Quelles sont les compétences attendues en lien avec les programmes, mais aussi avec le socle commun? Quelles sont les consignes précises, orales, écrites, comment sont-elles reformulées? Et le cœur de la séance, donc les modes de regroupement, par petits groupes, grands groupes, la classe entière, y a-t-il des moments individuels? Quels sont les outils, le matériel qui est à prévoir, mais aussi les manuels utilisés? Le déroulement, avec bien entendu en perspective le rôle de l'enseignant et l'activité de l'élève, et la durée. Alors au niveau de la démarche pédagogique, quelle est la place de l'erreur? Quelle est la place de la manipulation avec un matériel spécifique ou pas? La pédagogie différenciée, la pédagogie de projet, les situations problèmes, l'enseignement explicite, la prise en compte des difficultés pendant la séance et comment l'enseignant résout rapidement ces difficultés, la place du numérique et que font les élèves qui ont terminé par exemple des exercices avant les autres.
Après la séance, donc les évaluations, les prolongements éventuels, les corrections, quelles traces écrites, les réinvestissements, la mémorisation, l'automatisation des connaissances qui est demandée, le socle commun et sa prise en compte, le transfert des connaissances dans d'autres domaines par exemple ou d'autres situations, le passage d'une séance à une autre, comment est conduit ce temps de rupture, et les APC lorsqu'il s'agit également de reprendre les élèves par rapport à des difficultés temporaires. Bon stage et à bientôt!